Donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues, puisque ce soir j'invite des enseignants à participer à cette visioconférence, après avoir invité dans un premier temps des familles qui pratiquaient l'IEF et ensuite presque 70 enfants, et certains dont d'ailleurs sont présents encore ce soir, qui ont participé à une visio. Ce soir, j'ai souhaité donner la parole aux enseignants suite à une déclaration du ministre de l'Éducation nationale et une petite chanson qui est en train d'être diffusée que l'école, c'est bon pour les enfants. Alors, on est tous d'accord ici, en tant qu'enseignants, on ne pourra pas le dire le contraire, que l'école, c'est en effet bon pour les enfants, mais elle ne correspond pas à tous les enfants. Et dans les témoignages que j'ai reçus de votre part, il y a de nombreux exemples qui font que parfois, l'école, ça ne se passe pas très bien. Et comme je disais, on peut aimer son métier, on peut aimer enseigner, et puis on peut aussi ne pas aimer l'école. Et on a tous une histoire par rapport à l'école. Je remercie à l'ensemble des participants de ce soir de vos témoignages, parce que parfois ce sont des témoignages très personnels. Je vous remercie. Je me suis engagé, une fois la visio terminée, d'en réaliser le montage, et cette visio sera adressée à l'ensemble des députés. Je pense qu'elle tombe au beau moment, puisque, comme vous le savez, après la commission spéciale, il y aura le débat dans l'hémicycle qui va commencer lundi après-midi et sûrement durer au moins une quinzaine de jours, pas pour seulement l'article 21, mais pour l'ensemble du projet de loi. Je disais, cette vidéo, elle tombe bien parce que c'est peut-être la première fois où on donne, autant je donnais la parole aux enfants, ce qui est important aussi, mais donner aussi la parole aux enseignants, c'est important puisqu'on vit de l'intérieur notre école et on ne peut pas dire que l'école va bien. Hein, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'école. Pour ceux qui y travaillent encore aujourd'hui, on en est les témoins. Vous avez presque tout dit. La différence, ce qui nous différencie, vous et moi, c'est que nous ne dépendons pas du même ministère de tutelle, parce que je suis, moi, dans l'enseignement supérieur culture, donc je dépends du ministère de la Culture, et j'ai quitté celui de l'Éducation nationale il y a déjà bien longtemps, c'était à la fin du siècle dernier, après ma formation à l'IUFM, formation de professeur des écoles, que j'avais adoré. J'avais effectué cette formation avec beaucoup de plaisir. Elle était couplée, l'IUFM dans laquelle j'ai fait ma formation était couplée à 2 écoles pilotes. On pouvait expérimenter beaucoup de choses originales et c'était très bien. Mais comme je sortais de l'école des Beaux-Arts, il y avait aussi cette carrière d'artiste qui était en parallèle et c'est finalement elle que j'ai privilégiée. Ce qui m'a amené au fil du temps à être à la fois artiste et aujourd'hui enseignant à l'école des Beaux-Arts. Et tout ça avec peut-être une particularité dont je fais aussi une coquetterie, c'est que je ne suis pas bachelier. Je n'ai jamais passé le baccalauréat parce que je me suis auto-déscolarisé au niveau de la seconde, je crois, fin de seconde, début de première, par là, enfin, j'en avais assez de l'école, j'avais envie d'apprendre des choses de la vie. Et j'ai vécu des aventures assez intéressantes à ce moment-là, pendant de nombreuses années. Et c'est vers 25 ans, 24-25 ans, que j'ai voulu reprendre des études, mais n'étant pas bachelier, c'était difficile d'intégrer l'enseignement supérieur. À 25 ans, je ne pouvais pas retourner en seconde, vous imaginez bien. Et seule l'école des Beaux-Arts, qui disposait, et qui dispose d'ailleurs toujours, même si c'est moins pratiqué, d'une dispense du baccalauréat pour intégrer des étudiants, m'a permis de raccrocher le système éducatif. Au début, j'ai fait ça uniquement pour accrocher le train. Hein. Je me suis dit, les Beaux-Arts, l'art contemporain, bon, voilà, je vais faire une année, 2 ans, le temps de valider un diplôme qui est au moins équivalent au bac, et puis je partirai faire des études beaucoup plus sérieuses que ça. Et finalement, j'y suis resté. Parce que j'ai découvert là un champ qui me permettait de vivre des aventures intellectuelles avec beaucoup de liberté. Il faut savoir qu'on a, dans le champ de l'art contemporain, des libertés peut-être supérieures à d'autres citoyens. Parfois, il nous arrive même de pouvoir franchir légèrement, très légèrement, la limite de la loi, mais sous couvert de l'art et de la création, on a une tolérance. Et je pense que j'ai pris goût à cette liberté à ces différents moments-là de mon existence.
Et j'enseigne maintenant depuis 17 ans. Enfin, j'ai enseigné pendant 17 ans dans l'enseignement supérieur culture. Et je me suis arrêté, tenez-vous bien, pour prendre une disponibilité d'une année afin d'instruire mon fils en famille au 1er octobre de l'année 2020. 1er octobre de l'année 2020, c'est exactement la veille du discours des Mureaux. Donc le 1er octobre, on a fait la fête parce qu'il a fallu réorganiser notre vie de famille. Enfin, ça a pris plusieurs années même, tout réorganiser pour pouvoir dégager du temps et puis se limiter un seul salaire. Et le lendemain, après avoir fait la fête, c'était la douche froide. Donc j'ai une certaine colère qui s'entend peut-être même dans ma voix, qui s'ajoute à la fatigue. Comment a démarré cette aventure de l'instruction en famille? Elle a démarré en fait très tôt. Je pense qu'elle a démarré avant même que mon fils soit né. Ce n'était pas conscient, c'était quelque chose de très instinctif, mais je pense qu'inconsciemment, je n'avais pas envie de mettre mon fils à l'école. Je trouve que la vie est trop précieuse, trop riche, trop courte pour gaspiller 10, 12, 15 années à rester assis, immobile et statique face à un adulte. Enfin, voilà, je pense qu'inconsciemment, c'était déjà là. Et ça s'est concrétisé très vite parce que mon fils a manifesté un goût pour la lecture très jeune. C'est-à-dire qu'il avait, moi je m'en suis aperçu, il avait 11 mois. C'était encore un tout petit bébé. Et il avait 11 mois quand j'ai senti qu'il voulait apprendre à lire. Et donc, évidemment, ça allait à l'encontre de tout ce qui m'avait été enseigné, à l'UFM et ailleurs. J'avais quand même une petite ouverture d'esprit parce que mon grand-père était un ami personnel, collègue et ami personnel de Célestin Freinet. Toute ma famille a des liens forts avec Célestin Freinet. Mon fils s'appelle Célestin, d'ailleurs, à Célestin Freinet, que j'ai connu, mais je ne m'en souviens pas, il est mort, j'avais 3 ans. Mais cette ouverture-là, il existe des possibles en dehors des dogmes éducatifs, il doit y avoir un truc. Donc, je m'en suis ouvert à la mère de Célestin qui m'a dit 11 mois, il dit même pas encore un mot. Bon, alors je m'en suis ouvert à mes anciens collègues enseignants, ceux de l'éducation nationale, qui m'ont dit Josué, t'es gentil, tous les pères pensent que leur fils est un génie, mais bon. Et ça a pris quelques semaines. Et au bout d'un moment, c'est apparu comme une évidence. Mon fils, là, même pas âgé d'1 an, voulait vraiment lire. Je l'interrogeais, je le sentais frétiller sur mes genoux, manipuler des bouquins, tout ça. Donc je me suis dit, allons-y, allons-y. Mais évidemment, on ne peut pas apprendre à lire à un enfant de 11 mois de la même façon qu'on apprend à lire à un être humain d'un autre âge. Je pense qu'à chaque âge correspond une façon différente d'apprendre la lecture. Donc là, il découvrait le langage, déjà, l'oralité. Et je me suis dit, c'est un tout, la langue est un tout. Il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on essaye de prononcer, même si l'appareil maxillo-labial n'est pas encore organisé, mais ça va venir. Mais il y a aussi, la lecture est un autre pan de cette même édifice, de cette même montagne, et on peut peut-être s'appuyer sur tout ça. Et donc, on a construit un truc qui a plutôt bien fonctionné parce qu'il était lecteur à 2 ans. Et à 2 ans et demi, je peux situer la date très précisément parce qu'il s'est manifesté un petit événement familial qui nous a permis de dater ça, pas tenté. À 2 ans et demi, il était parfaitement lecteur, c'est-à-dire comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il lisait de façon fluide, avec parfaite compréhension du texte, quel que soit le registre d'écriture, capital, script, cursive. Et moi, il avait 2 ans et demi, il parlait très peu. Je lui laissais des mots manuscrits pendant qu'il faisait sa sieste pour ne pas le réveiller. Et puis quand il se réveillait, il savait où j'étais parce que je l'avais laissé. C'était très pratique aussi en termes de... Alors, ça m'a surpris. Ça allait à l'encontre de tout ce que j'avais appris. Ça m'a surpris, ça a excité ma curiosité. Donc, je me suis penché et j'ai découvert une littérature sur les apprentissages précoces, une littérature particulière et francophone en plus, qui n'est pas qu'anglophone, sur l'apprentissage précoce de la lecture. Et j'ai commencé à voir des choses se regrouper, prendre sens, devenir cohérentes. Et avec Maria Montessori, Freinet, plein d'autres. Et j'ai compris, enfin j'ai cru comprendre, il faudrait qu'un jour j'étudie ça plus sérieusement pour le vérifier, que si nous reportons à 5-6 ans l'âge de l'apprentissage de la lecture, ce sont pour des raisons institutionnelles.
c'est pas du tout en rapport avec les rythmes naturels des enfants. C'est parce que quand Jules Ferry a décidé que l'école de masse industrielle, ça a commencé à 6 ans à cette époque-là, enfin voilà, c'est situé par là. Donc on a dessaisi, on a dépossédé les parents de cette faculté d'apprendre à lire eux-mêmes à leurs enfants en disant non, non, on va s'en occuper pour vous et ça va commencer à 6 ans. Mais pour les enfants, à mon avis, c'est trop tard, enfin, sauf exception et sauf chaque cas particulier, mais pour l'immense majorité des enfants, le développement du langage se fait grosso modo entre la naissance et 3-4 ans. C'est là qu'ils apprennent à parler, à peu près tous. Et il me semble que c'est le moment le plus favorable, la période sensible, disait Maria Montessori, la plus favorable pour l'apprentissage de la langue, y compris la langue écrite. Ça m'est apparu comme ça, comme une évidence. Puis nous, on a fonctionné comme ça a très bien marché. Je ne suis pas sûr que ce soit valable pour tous, mais ça faisait plus sens que ce qu'on m'avait transmis dans le cadre de mes études de professeur des écoles. Donc voilà comment nous avons démarré. Alors je me suis retrouvé là avec mon gamin de 2 ans et demi, parfaitement lecteur, il commençait à être scripteur aussi. J'étais paisible. À ce moment-là, l'instruction obligatoire, c'était 6 ans. C'était avant 2019, donc avant la loi de M. Blanquer. Donc, pas de souci, menons notre bonhomme de chemin tranquillement. Alors, en 2019, quand la loi est tombée, ça commençait à se raidir, les choses se sont raidies. Là, je me suis interrogé sur comment vais-je le mettre à l'école. Et je me suis très vite aperçu qu'il ne rentrait plus dans aucune case. Alors, on a fait toutes les écoles, on était voir les écoles publiques, les écoles privées sous contrat, les écoles alternatives hors contrat de notre périmètre, et même du périmètre élargi. Et à aucun moment, je le voyais, je regardais le bonhomme, je regardais la proposition pédagogique, et non, ça ne rentrait pas du tout. Il y avait toujours un truc qui coinçait. Donc là, évidemment, l'instruction en famille est devenue une évidence. Je ne la connaissais pas, ou très, très, très peu. Donc je me suis un peu renseigné, et vite, tout s'est réouvert. C'est-à-dire que, OK, ça allait fonctionner, on allait continuer ce qu'on avait fait jusqu'à présent, et il n'y avait plus d'obstacles. Il n'y avait plus besoin de rentrer absolument dans une forme qui ne correspondait pas à cet être en développement, qui était mon fils. Et puis aussi, ça allait être une aventure, ça allait être une nouvelle aventure intellectuelle. Et une aventure intellectuelle vraiment aventureuse, parce que je venais de découvrir des choses qui m'avaient fait tomber à la renverse, quoi. Un gamin de 2 ans qui est lecteur, j'étais déjà tombé à la renverse. Donc c'était une véritable aventure intellectuelle qui venait bouleverser 50 ans de credo, enfin d'oxa, enfin voilà, je redevenais un enfant. J'avais tout à redécouvrir du monde, de ce que je croyais savoir, etc. Donc pour nous, l'instruction en famille a démarré comme ça, et c'est très vite devenu jouissif. C'est très vite devenu jouissif. Et mon fils et moi avons développé une forme de connivence. On se disait, on est des chercheurs tous les deux, on est une équipe de recherche. On a 50 ans d'écart, même un petit peu plus. Mais on est 2 collaborateurs. Je pense qu'il avait parfaitement conscience que je prenais une note et que je consignais toute sa production, que j'essayais de comprendre comment, notamment, il avait appris à lire et à écrire. Et on a maintenu cette complicité, cette connivence jusqu'à aujourd'hui, puis on la maintiendra encore, j'espère, de nombreuses années. Donc, on nous fonctionnait comme ça. Une petite équipe de recherche constituée de quelques personnes, dont je suis un des piliers. Le pilier central, c'est mon fils, évidemment, il est maître de ses apprentissages, hein, il apprend. Je ne lui ai pas appris à lire et à écrire. Hein. Il a appris à lire et écrire pendant que je faisais la vaisselle. La seule chose que j'ai fait, c'était de lui mettre les outils à disposition. Et à chaque fois, j'avais 3 mois de retard, au moins. Enfin, je ressentais au moins 3 mois de retard. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que les enfants s'attachent très vite à des lettres particulières, enfin des glyphes comme CCD, Y tréma. Alors, Y tréma, je crois qu'on a 2 ou 3 mots dans la langue française avec un Y tréma, mais c'est une lettre tellement amusante. Et le CCD, avec sa petite queue de cochon, est tellement rigolo et facile à mémoriser. Et beaucoup plus, on peut, comment dirais-je, se l'approprier en tant qu'enfant beaucoup plus aisément que BD, PQ, vous voyez le quatuor infernal là, et voilà. Mon fils, il avait 1 an et demi, il m'avait demandé de lui dessiner un CCD qu'il appelait CCD à l'époque, et il dormait avec la nuit, il lui faisait des petits bisous, il ne voulait plus les peluches, il était tombé amoureux du maître. Et ça, je ne l'avais pas imaginé, moi, au début, ces signes diacritiques et ces signes additionnels, là, ceux qui vont au-delà des 26, jusqu'à 42, je pensais que c'était trop compliqué pour un enfant, surtout un enfant de moins de 2 ans. Et en réalité, ils sont plus faciles à appréhender.
Donc, tout a été chamboulé. Vous comprenez, tout a été chamboulé. J'ai été déscolarisé de A à Z par un enfant de moins de 3 ans. Quand il a eu 3 ans, moi, j'étais totalement déscolarisé. C'était terminé. Et aujourd'hui, face à l'école, je pense que j'ai une position qui serait plus radicale que la vôtre. Je ne crois plus à l'école. Je ne crois plus à l'école obligatoire, disons. Je pense que l'obligation scolaire est un crime. Voilà, je le dis aussi haut que je le pense. Je ne comprends pas pourquoi des enfants qui n'ont commis ni crime ni délit sont condamnés à l'enfermement quotidien pendant autant d'années. Ils se lèvent le matin, ils sont à l'école, il fait encore nuit, ils sortent le soir, il fait déjà nuit. Enfin voilà, on arrive en février, ça va s'arranger, mais là, pendant le mois de décembre, c'était ça. J'ai enseigné, j'ai vécu des situations d'enseignement parce que je n'ai jamais exercé la fonction de professeur des écoles, puisque au moment du diplôme, c'est le moment où j'ai démissionné. J'étais déjà stagiaire à ce moment-là, il y avait des dispositions particulières, j'étais déjà salarié de l'Éducation nationale en tant qu'étudiant, professeur des écoles, j'ai dû démissionner. Mais j'avais quand même gardé le goût de l'enseignement, ce qui fait que parallèlement à ma carrière d'artiste, j'ai toujours voulu enseigner au moins une demi-journée ou une journée par semaine. Alors souvent les arts plastiques, mais pas que, à des endroits divers. Et j'ai comme ça pu vivre des situations d'enseignement de la petite section maternelle jusqu'à Bac+5, puisqu'il m'a été donné d'enseigner un peu à l'université, et l'école dans laquelle j'enseigne actuellement va aussi jusqu'au master. Et à certains moments, lors de ces périodes d'enseignement, je pense particulièrement au collège, j'ai réellement eu la sensation, alors les années s'écoulant, parce que j'ai passé la cinquantaine, donc j'ai vu aussi du temps passer, le système scolaire se transformer, les établissements se renforcer, Vigipirate, gris de plus en plus. À un moment donné, j'avais vraiment l'impression d'une très très forte similitude entre le milieu carcéral et certains collèges dans lesquels il m'a été donné d'enseigner. Et comme par hasard, c'était souvent des collèges en ZEP. Et je me disais, mais c'est incroyable, ces gamins ont déjà une pratique quotidienne du bâtiment carcéral. Il y a déjà les grilles, les barreaux, le béton, c'est prêt. S'ils font commettre un petit crime, une délinquance adolescente, ils ne seront pas dépaysés en prison. Il y a déjà un processus qui est enclenché. Ça m'a beaucoup frappé. D'autres choses m'ont frappé dans cette obligation scolaire. Il nous est tous arrivé, et j'ai entendu l'un ou deux témoignages ce soir particulièrement émouvants sur ce sujet-là, d'éprouver de la souffrance au travail, enfin, soit nous, soit un collègue. Enfin, et nous, en tant qu'adultes, on peut dans certaines situations brandir le droit de retrait, quand on sent que notre propre vie est mise en danger. Dans le pire des cas, nous pouvons démissionner. Si vraiment nous sentons que nous sommes en danger presque de vie et de mort, enfin voilà, notre psyché, ou qu'on pourrait commettre un acte irréparable, ou etc., nous pouvons démissionner. Les gamins ne peuvent pas. Les gamins ne peuvent pas, et cela les rapproche de l'esclavage, puisque en dehors des enfants, les seuls êtres humains qui n'ont pas la capacité, enfin qui n'ont pas le droit de retrait, qui n'ont pas le droit de s'extraire d'une situation difficile, ce sont les esclaves. Donc aujourd'hui, nous traitons nos enfants comme des esclaves par l'obligation scolaire. Ça m'a énormément frappé. Jusqu'il y a peu, les enfants avaient juridiquement moins de droits que les animaux, puisque les châtiments corporels étaient encore permis il y a quelque temps, et alors que battre les animaux était déjà interdit légalement. Vous voyez, il y a encore 2-3 ans, vous frappiez un animal dans la rue, on pouvait porter plainte. Vous frappiez votre gamin dans la rue, c'était encore légal. Donc ça, heureusement, cette violence éducative ordinaire, on en a pris conscience, elle diminue petit à petit. J'ai l'impression qu'il y a encore du chemin à faire. Par contre, le droit à s'extraire de soi-même d'une situation qu'on considère soi-même comme étant difficile n'existe pas. Ce droit de l'enfant-là, de pouvoir s'extraire d'une situation qu'il vit difficilement, ne lui est pas accordé. Je trouve ça incroyable. Enfin, je suis sidéré. Je suis sidéré par cet état de fait. Et seule l'instruction en famille permet, si l'enfant parvient à convaincre les parents, et si les parents ont la capacité sociale, économique ou autre de pratiquer, c'est le seul droit qui lui permettrait éventuellement de s'extraire d'une situation. Et c'est pourquoi il me semble que nous y sommes à ce point attachés. Je pense, vous ici présents, mais aussi des parents d'enfants scolarisés, puisque on a vu, vous êtes majoritaire, je crois, ce soir, avoir exprimé
des situations où les enfants ont vécu des périodes de scolarisation. On est peu nombreux, je crois. Enfin, là, nous ne sommes vraiment plus qu'une poignée, mais au cours de la soirée, il me semble que nous étions minoritaires, les parents, à avoir des enfants qui n'avaient jamais eu la moindre fréquentation de l'école. Donc ce droit me paraît absolument plus qu'indispensable, et le fait de supprimer la toute dernière petite fenêtre qui permet de l'exercer, qui est l'instruction en famille, m'est intolérable. Enfin voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Que dire d'autre ? Je crois que j'ai dit l'essentiel, je ne voudrais pas trop vous retenir. Le laboratoire pédagogique, ça a été évoqué. Moi, je trouve que c'est un endroit formidable, il y a une richesse incroyable. Internet permet des échanges dépassant vraiment l'imagination sur des pratiques pédagogiques, des expériences d'une famille, l'autre. L'immense fourchette pédagogique entre les enseignements formels et le unschooling 100%, toute la palette là, de nuances, c'est une richesse qu'on ne trouve pas à l'intérieur du système scolaire public, et on la retrouve de façon extrêmement réduite dans le système scolaire privé, y compris le hors-contrat, qui souvent est très, comment dirais-je, je ne voudrais pas dire dogmatique, mais qui est très lié quand même à des pratiques pédagogiques particulières. Une école Montessori, parfois Montessori se rapproche d'une demi-sainte, et les pratiques se figent parfois. En instruction en famille, cette liberté est d'une vastitude qui constitue une richesse, et puis il y a un corpus qui s'est constitué, je pense, depuis au moins, enfin pour ce que j'ai pu lire, au moins 20 ou 30 ans en France. Des bouquins sont parus, maintenant on a des blogs, des sites internet, des associations nationales représentatives. Enfin, on a vraiment une richesse pédagogique qui permettrait d'irriguer les pratiques institutionnelles. Enfin voilà, alors je dis que l'école, je n'y crois plus. Si, je crois encore en une école qui serait un lieu, un temps et un lieu offert aux enfants pour qu'ils puissent ensemble s'instruire mutuellement. Ça j'y crois. Je veux dire, et puis je crois aussi à l'école professionnalisante, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, quand on veut se spécialiser dans un domaine ou d'un autre, on ne peut pas réinventer la chirurgie de A à Z, il faut bien se trouver des maîtres. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps, quand l'essentiel, enfin, quand le socle est construit, c'est la spécialisation. Mais la seule école pour enfants qui me paraîtrait, comment dirais-je, vivable, tout simplement vivable, c'est un temps et un lieu qui leur est offert, et la possibilité de se rencontrer, d'échanger, d'inviter les adultes qu'ils veulent bien inviter pour approfondir telle ou telle question qui les intéresse collectivement. Enfin, c'est l'école du troisième type de Bernard Collot. Et ces choses-là ont été vérifiées et démontrées, même sur le plan scientifique. Il y a quantité d'expériences qui montrent que les enfants apprennent mieux quand ils sont dans des âges différenciés et non pas en concurrence. Enfin, ils sont tous rangés par année de fabrication. Et donc, ils sont tous au même niveau d'incompétence ou de compétence. Donc, ils sont en rivalité, forcément. Ah, il y en a un qui sait faire ça un peu avant les autres, alors que j'ai le même âge, pourquoi pas moi, etc. Quand il y a des multiniveaux, enfin, multi-âges, ça se passe beaucoup mieux, parce qu'un grand acceptera beaucoup plus naturellement qu'un plus petit sache moins que lui, puis il va consolider ses compétences et ses connaissances en transmettant, en reverbalisant ce qu'il faisait de façon un peu automatique, il consolide ses savoirs. Donc ça me paraît indispensable. Une école qui n'enseigne qu'à des enfants de la même tranche d'âge, elle est vouée à l'échec. Elle est juste vouée à l'échec. Ça ne peut pas fonctionner. Ça repose uniquement sur la seule personne ressource qui est l'adulte. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait des seuils. Je crois que c'est une trentaine en maternelle, 27 en élémentaire. Ça me paraît une seule personne ressource pour 30 petits. C'est pas possible. C'est normal qu'il y ait de la violence et de la souffrance. Voilà, donc je pense que tout le modèle est à repenser. Les parents évoluent, ils s'impliquent de plus en plus dans l'éducation de leurs enfants, mais aussi parce que le niveau des diplômes augmente dans la population. Donc les gens qui se retrouvent à avoir fait un peu d'université, même si ce n'est pas beaucoup, quand ils voient leur gamin évoluer à l'école, ils ont envie de s'impliquer. Puis voilà, ça me paraît naturel, ça me paraît bien. Alors il y a toujours cette un peu... C'est pas une hypocrisie, je ne trouve pas le mot, mais les parents sont à la fois invités à contribuer à l'école, mais dans les formes que l'école veut bien, mais en même temps, s'ils s'impliquent trop, ils sont vite éjectés, quoi. Et s'ils s'impliquent trop, comme instruction en famille, alors là, on va carrément essayer de faire une loi pour entraver cette implication. Enfin, tout me paraît
incohérent actuellement dans le système éducatif, qui n'a pas évolué ou très peu depuis 200 ans, quand tout le reste de la société a beaucoup évolué. Ce qui me frappe aussi, c'est le côté industriel du système. Moi, j'ai grandi dans l'Est de la France, donc dans une région où l'industrie automobile était très présente, parce qu'elle aussi, c'est un peu, voilà, était un peu périclitée. Et il m'a été donné de visiter des chaînes de fabrication automobile. Alors, dans une chaîne de fabrication automobile, vous avez un véhicule qui arrive. Au début, c'est juste une carcasse, et puis il y a le spécialiste de la boîte de vitesse, puis après, il y a celui qui met les roues, puis le véhicule continue, puis il y a celui qui met le pare-brise, ainsi de suite. Et j'ai l'impression que le système éducatif, il a été construit comme ça. Vous arrivez le lundi matin, les gamins arrivent, alors il y a le spécialiste de la géographie qui va visser l'histoire et la géo dans le crâne, et puis le gamin, hop, il y a le spécialiste des maths, on va remplir un peu la case avec des maths, et puis le gamin, comme ça, il passe une chaîne, et puis chacun essaye d'y mettre sa pièce, à la seule différence que les êtres humains ne sont pas des objets, et que ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Ça va forcément comprimer quelque chose. Évidemment, ils vont se conformer, hein, les enfants, et puis l'adulte a le pouvoir, on a toujours le pouvoir, on a les notes, on a ceci, les punitions, les retenues. Donc l'enfant va essayer de se conformer, mais en se conformant, il se comprime, et cette chose comprimée va exploser. À un moment ou à un autre, ça va ressurgir. Alors, dans le pire des cas, ça ressurgit sous une forme extrêmement violente, et on a vu des gens mourir de ça, Samuel Paty, d'autres. Là, c'est ressurgi d'une façon extrêmement subite et incontrôlable. Mais ça peut ressurgir aussi par de l'automutilation, c'est très étrange qu'on en soit encore là. Toute l'économie a évolué, on sort du système industriel, on parle d'économie de la connaissance, mais c'est toujours comme ça. Les gamins, on n'a pas bougé, on est resté au début de l'industrie. Ça me frappe beaucoup. Je pense que le modèle éducatif doit totalement évoluer. Les quelques députés avec lesquels il m'a été donné d'échanger ces dernières semaines, j'ai plaidé ceci. J'ai dit, faites un moratoire, décalez le truc. On va pas... Ça n'a rien à voir, nous sommes tous d'accord ici, hein. Ça n'a rien à voir avec les questions séparatistes ou autres. Donc, on ne va pas traiter cette question de l'éducation, du système éducatif en quelques semaines dans une procédure accélérée, parce que ça mériterait une réflexion beaucoup plus approfondie. Faites un moratoire, sortons ce truc de la procédure accélérée, et puis lançons un grand débat et un grand chantier national, où on redéfinit tout le système pour le XXIe siècle, hein, parce que c'est à cette échelle-là. L'école est tellement en crise, elle est tellement dysfonctionnelle, les profs ne vont pas bien, les étudiants ne vont pas bien, les parents ne vont pas bien. Je crois que de toute façon, ça se fera. Alors là, pour l'instant, on essaie on resserre les boulons, il faut faire tenir le truc, mais il ne tiendra pas longtemps, hein. À un moment donné, ça va craquer, et il faudra bien l'avoir, ce grand débat. Puis voilà, puis il y a eu Internet, il y a plein de choses qui fait qu'on n'enseigne plus de la même façon qu'avant. Donc je crois qu'il faudrait aller vers ça. Bon, actuellement, nous sommes pris dans une urgence qui n'est pas dans la même temporalité que celle que j'évoque, mais enfin voilà, je ne voudrais pas vous embêter plus que ça.